L'hommage des dessinateurs lyonnais à leurs collègues de Charlie Hebdo, morts sous les balles des fanatiques islamistes, tués pour le seul crime d'avoir dessiné. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, dans La Voix est libre, et alors que s'achève cette semaine qui nous a tous terriblement marqués, on a eu envie de se retrouver un peu, de parler des disparus, les dessinateurs, mais pas seulement, les 17 victimes célèbres ou anonymes de cette violence aveugle, et pour tout dire, assez incompréhensible. Est-ce que cette semaine sanglante nous a transformés? Est-ce que malgré la mobilisation et la solidarité, la peur ne s'est quand même pas un peu ancrée en nous? Est-ce que dans notre pays démocratique et libre, où les plus fondamentales de nos valeurs ont été frappées au cœur, on va pouvoir continuer à s'exprimer et à rire sans se sentir en danger? Cette semaine a-t-elle rendu la France plus forte dans ses convictions, ou bien les blessures sont-elles maintenant trop profondes? Merci à tous d'avoir accepté de partager ce moment jusqu'à 12h20 avec les téléspectateurs de France 3, vous tous, qui, pour la plupart d'entre vous, avez bien connu les victimes qui avaient fait votre métier du droit qu'à chacun de s'exprimer librement. Alors il y a avec nous évidemment des dessinateurs, c'est la moindre des choses. Alain Dubouillon, dessinateur du Progrès. Bonjour Alain. Bonjour. Jean Mulatier, caricaturiste, professeur à Émile Cole, surtout le créateur des fameuses caricatures que tout le monde connaît, les grandes gueules. Co-créateur. Co-créateur, avec Morchouane. Avec Morchouane et Ricard. En duplex, depuis Marseille, parce qu'il ne pouvait pas être à Lyon aujourd'hui, Didier Tronchet. Bonjour Didier. Bonjour. Auteur de nombreuses bandes dessinées, Jean-Claude Tergal, Raymond Calbut. Vous avez aussi dirigé le mensuel L'Écho des Savanes. Et tous les trois, eh bien, vous avez connu, travaillé, aimé ces dessinateurs de Charlie Hebdo. Lui aussi, il a fait de la caricature et du rire à son quotidien, pas avec son crayon, mais avec sa voix. Et je vous présente évidemment pas Laurent Gérard. Bonjour. Bonjour Laurent, merci d'être là. Les dessins, évidemment, il y a ceux qui les publient. Gérard Angel. Bonjour Gérard. À Lyon, Les Potins d'Angèle est un magazine satirique dont le modèle rappelle celui de Charlie Hebdo ou du Canard enchaîné, c'est-à-dire pas de publicité, pas de photos, uniquement des dessins. Et puis Olivier Jouvray, bonjour Olivier. Bonjour. Scénariste de bande dessinée, la série Lincoln notamment, mais aussi cofondateur de la Revue Dessinée, ce tout nouveau magazine de reportage en bande dessinée qui connaît un succès certain depuis quelques mois. Et puis pour parler de liberté d'expression, j'ai demandé à Alain Jakubowicz d'être avec nous ce matin. Bonjour Alain Jakubowicz. Bonjour. Président de la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. La LICRA fait partie des organisations qui ont appelé à manifester à Paris demain. Vous êtes également ancien président du CRIF Rhône-Alpes et avocat, bien évidemment. Je vais tous vous donner la parole, qui sera libre, évidemment. Mais avant, je vous propose un peu de silence. Voilà pour le silence. C'était dans les rues de Lyon. Mercredi, on croyait être au bout de l'horreur, et puis il y a eu hier l'attaque de cette épicerie cachère porte de Vincennes à Paris, 4 personnes tuées, et l'antisémitisme toujours là, Alain Jakubowicz. Oui, je crois que c'est le trait commun, ce sont les valeurs fondamentales de notre République qui ont été attaquées. Et on voit bien un parallélisme. Regardez l'affaire Mera, regardez ce qui s'est passé là ces derniers jours. On attaque une école, on attaque des policiers, on attaque des militaires, on attaque des juifs, on attaque écoles. Si vous regardez Bruxelles, c'est un musée, là c'est un journal. Voilà, les valeurs fondamentales. Tous les fascistes, tous ceux qui se sont attaqués de tout temps et en tout lieu aux valeurs fondamentales de l'être humain se sont attaqués à cela. Voilà, c'est effectivement le fond de cette affaire, avec bien sûr l'électrochoc dans la société française qu'on a tous connu. Voilà, rien à dire. Laurent Gérard, c'est pas facile de vous faire perdre le sourire. Non, c'est vrai, puis d'autant plus que j'étais très proche notamment de Cabu, et puis ça faisait partie de notre quotidien. Quand on fait une revue de presse, moi j'ai toujours une admiration sans bande pour les caricaturistes. On se retrouvait souvent avec Jean Cabu pour se dire finalement on est souvent sur les mêmes sujets. Et c'est vrai ce que vous disiez, on s'attaque vraiment à ce qu'il y a de fondamental, quoi. Le rire, des gens qui travaillaient à visage découvert, qui sont abattus par des encagoulés, c'est affreux, c'est épouvantable. Regardez le sourire de Cabu qui était la personne la plus gentille, pouvoir faire des horreurs, écrire, enfin dessiner des choses.
absolument subversive, mais avec toujours le sourire, parce que je crois que c'était ça. On a tué des joyeux, des gens qui aimaient leur métier en plus. Comment vous avez réagi les uns les autres quand vous avez appris le drame de mercredi, Gérard? Je pense que comme tous mes confrères et comme tous ceux qui sont dans la presse d'une place ou d'une autre, j'ai été catastrophé, j'ai été laminé. J'allais, comme je pense vous, à la mairie de Lyon à ce moment-là pour les vœux du maire de Lyon. Et, à la presse, justement. À la presse, oui. Et bon, pendant une demi-heure, on ne savait pas quoi dire. Bon, le maire, d'ailleurs, a complètement changé son discours. C'est vrai que nous, on est touchés. Je le suis autant que les autres. Et comme je dirige un journal satirique, je me sens encore peut-être plus concerné. Mais j'avoue une chose, c'est que tous ceux qui participent à la liberté d'expression, qu'ils soient journalistes ou autres métiers, se sentent aujourd'hui atteints dans leur fondement. Je crois qu'on ne peut pas dire que quelqu'un est plus concerné que d'autres. Vous savez, c'est un des risques de notre société. C'est un des risques. Vous savez, je fais un parallèle. Regardez, au moment de cette horrible affaire Taubira, je ne mélange pas tout, mais on a considéré que c'était aux Noirs de France d'être devant. Après l'affaire Mera, il fallait que ce soit les Juifs de France qui soient devant. Aujourd'hui, on s'attaque à des journalistes, il faudrait que ce soit les journalistes. Non, c'est une erreur fondamentale. On est en train de communautariser même notre peine, même notre douleur. C'est là que ces fascistes nous amènent. Et c'est une erreur absolument fondamentale. Non, ce que nous avons vu justement mercredi soir, place des terreaux et de partout en France, c'est une France unie. Il n'y avait pas d'hierarchie, il n'y avait personne devant, il n'y avait pas de noirs, il n'y avait pas de blancs, il n'y avait pas de musulmans, il n'y avait pas de juifs, il y avait des gens qui avaient envie d'être ensemble et de communier. Et je crois vraiment que ça c'est absolument essentiel. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de plus et il n'y a pas de moins. Et ça, il y aura un avant, il y aura un après. Je crois que c'est absolument essentiel. Vous savez, cette histoire d'unité nationale, ce n'est pas les politiques qui la veulent. Ce sont les Français qui l'imposent. Et là, il y a quelque chose d'absolument essentiel. Je crois que, à l'exemple, c'est pas le 11 septembre, bien sûr, mais je crois que l'effet sur la société française sera la même. En tout cas, je l'espère, qu'il y ait un véritable, profond et durable électrochoc dans la société française. Je le disais, il y a 17 victimes, bien évidemment, mais il y a aussi ces dessinateurs, ce qui marque, parce qu'ils représentent, Olivier Jouvray, Jean Mulatier, représentent un symbole aussi, au-delà de ce qu'ils sont en tant que personnes humaines. On s'attend à ce que les dessinateurs, et surtout les caricaturistes évidemment, s'expriment d'une façon agressive. Dans le dessin humoristique, il n'y a pas que le dessin politique d'actualité, il y a également celui d'un des derniers dinosaures qui reste, Dieu merci, avec nous, c'est-à-dire Sampé, on peut penser à Mordillo, également, qui ne sont pas forcément des dessinateurs d'actualité, de politique agressive, mais qui dénonce en même temps certaines choses. Il y a des voix plus douces pour dénoncer les choses. J'en reviens à cette citation reprise par Reiser et par Cabu, cette citation qui vient sans doute de Cavana et qui était un peu la devise d'Harakiri avant même Charlie Hebdo. L'humour, c'est un coup de poing dans la gueule, qui était souvent rappelé, j'imagine, Laurent, je ne sais pas si tu l'as déjà entendu dire ça. Oui. Sauf qu'on ne s'attendait pas à ce qu'un autre coup de poing revienne en retour. Donc, je ne veux peut-être pas aller trop loin dans la réflexion, mais ça vaut la peine d'envisager quand même à qui on prétend imposer notre humour, parce que qu'on le veuille ou non, l'humour s'impose, surtout quand il est agressif, et d'autant plus quand il est agressif. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait une réponse que je ne justifie pas, évidemment, à cette extrémité-là. Mais il faut tenir compte qu'il y a des fous, et moi, je ne marcherai pas volontiers sur la queue du lion, rien que pour voir comment il réagit. Surtout quand il ne dort pas et surtout quand il est bronze. Olivier Jouvray, vous avez voulu venir à 18h mercredi soir, place des terreaux. Enfin, en tout cas, c'était important qu'il y ait ce moment d'union qu'évoquait Alain Jakubowicz. Alors moi, c'est particulier. J'étais à ce moment-là à Paris, donc j'étais place de la République. C'était la première fois que je me retrouvais dans un rassemblement aussi nombreux et aussi silencieux, avec ces vagues d'applaudissements ou de slogans qui apparaissaient et qui disparaissaient aussitôt. Une espèce d'émotion étrange et vous posez la question de savoir comment on a réagi. Il y a un côté lapin pris dans les phares pendant un premier instant. On ne sait pas comment réagir. Ce sont des émotions mélangées, complexes, qui arrivent. On n'arrive pas du tout à analyser. J'étais au milieu de tous ces gens-là, me frotter à des... Voilà, parce qu'on était tellement nombreux, qu'on était tous collés les uns aux autres, avec beaucoup de gentillesse, d'émotions, un peu bizarre, voilà. Et j'avais en tête, moi, ces vieilles histoires de quand j'étais gamin, où j'ai été un petit peu, j'allais dire bercé, c'est pas le bon mot, mais... par ces histoires d'artistes pendant les dictatures sud-américaines, de guitaristes dont on coupait les doigts pour pas qu'ils puissent jouer, de ces artistes. Voilà, ce sont des vieilles histoires qui reviennent comme un coup de poing dans la gueule, exactement, où on ne s'imagine pas qu'en tenant un crayon, on puisse
risquer ce genre de choses. Et quand ça arrive, c'est effectivement extrêmement violent. Tellement violent que la réflexion est difficile. Alain, vous tenez, vous, le crayon depuis les années 60. On n'imagine pas faire un métier à risque. Mes débuts à Harakiri, quelques dessins. Donc je connais toute l'équipe, particulièrement les piliers d'Harakiri de l'époque, qui sont devenus Charlie Hebdo par la suite. Et là, quand j'ai vu apparaître, parce que je suis resté figé, parce que j'ai vu apparaître quelqu'un que j'aime particulièrement et que j'étais très copain avec lui, Tinius. Oui. Et ça, c'est vraiment terrible parce que un personnage tellement charmant et tellement truculent dans sa manière d'être que ça m'avait vraiment fait mal. À titre personnel, vous êtes dessinateur de presse. Des années que vous publiez dans Le Progrès, mais dans beaucoup d'autres journaux, vous l'avez rappelé. Et puis vous aviez bien connu cette époque un peu particulière des années 60. Au-delà des amis que vous avez perdus, il y a aussi ce moment où vous vous dites, mais je ne pensais pas faire un métier à risque. Non, on ne pense jamais à ça. Parce que Charlie Hebdo a pensé quand ils ont eu des menaces. Par exemple, quand les locaux ont été incendiés, là, ils ont commencé à avoir peur. Et même Tinius m'a dit qu'il avait une protection policière au début. Ça s'est un peu effacé après, mais il était vraiment catastrophé parce qu'il ne pouvait plus agir dans sa vie normalement. C'est terrible d'avoir quelqu'un qui vous surveille derrière. Et ça, pour un dessinateur, c'est manque de liberté. C'est annuler sa liberté. Je voudrais qu'on donne la parole à Didier Tronchet, qui est en duplex avec nous de Marseille. Didier, on s'est vu mercredi, vous avez réagi juste après. Vous étiez, vous aussi... évidemment, très touché par ce qui s'était passé. Vous connaissiez évidemment, vous aussi, un certain nombre de ces dessinateurs avec lesquels vous avez travaillé à l'Écho des Savanes, mais surtout, ils incarnaient quelque chose, même dans votre parcours personnel, dans l'humour que vous avez ensuite pratiqué dans vos propres bandes dessinées. Bien sûr, j'aurais déjà été horrifié par la brutalité extrême de l'événement. Et en plus de connaître les victimes très personnellement, c'était, sans jeu de mots, la double peine. Donc ça a été, comme pour tout le monde, un coup de massue. Et puis aussi le sentiment que, assez vite, ce qui représentait, c'est-à-dire l'humour, le dessin, était quelque chose de dangereux pour ces extrémistes. Et ça m'a rappelé aussi, je crois que c'est ce qui est revenu dans les événements qui ont suivi, que le dessin avait une force inégalée par rapport à d'autres moyens d'expression. Par rapport à l'image télévisée, par rapport à d'autres, aux humoristes, la caricature et le dessin, finalement, ont été les premières cibles. Et c'est une sorte d'hommage indirect qui a été rendu à ces gens qui sont morts. Au départ, oui, Laurent ? Du coup, on les a vus partout dans le monde. C'est le paradoxe, oui. C'est quand même le paradoxe, c'est que non seulement le journal va être réimprimé, avec un tirage d'1 million d'exemplaires que Charlie n'aurait jamais pu espérer. Du coup, tout a été diffusé dans le monde, donc il y a eu les yeux ont été rivés. Pardon, j'ai peut-être coupé le... Non, pas de problème. C'est un peu la force des journaux, c'est-à-dire qu'une fois que c'est imprimé, ça reste. Ça reste imprimé, donc c'est quelque chose qui marque tout le temps. On peut retrouver des numéros et avoir des dessins qui ont marqué l'actualité beaucoup plus qu'en télévision. Parce que, excuse, mais la télévision, les images partent tout de suite. Est-ce que le journal, c'est un moyen de souvenir, quoi. Alain Jacobodis parlait à l'instant de l'unité qui s'est produite autour de cet événement, mais elle dépasse la France et c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'on a vu qu'en Europe, aux États-Unis, au Canada, tout le monde se sent concerné, tout le monde se mobilise parce que tout le monde a compris que c'était la liberté de chacun qui est menacée. Est-ce que ça vous a surpris d'ailleurs, la mobilisation qu'il y a eu partout dans le monde derrière les uns et les autres? Est-ce que vous vous imaginiez cette ampleur? À titre personnel, moi j'ai par exemple été surpris quand j'ai vu le monde qu'il y avait sur la place des terreaux. Je ne pensais pas qu'on pourrait avoir 18 000 personnes qui se réuniraient en à peine 3 heures de temps. J'ai l'impression que... j'ai été effectivement extrêmement surpris comme tout le monde. J'ai l'impression que la figure du dessinateur, c'est presque la figure du gentil par excellence, de celui qui ne fera jamais de mal à personne parce qu'il est derrière son bureau. Il ne vient pas forcément sur les plateaux de télé pour invectiver qui que ce soit. Il n'y a jamais de violence autre que par son crayon. Donc, de voir quelqu'un aller tuer cette personne-là alors qu'il est juste comme un couillon derrière sa table avec sa gomme et son crayon, c'est tellement absurde que je pense que ça partit. Alors voilà, c'est tellement stupide, disproportionné, que voilà, ça a dû avoir son effet. Mais effectivement, cette mobilisation est ahurissante. Si vous me permettez, je crois qu'il y a la rencontre de deux éléments. Il y a évidemment ce que j'appellerais du structurel, c'est-à-dire qu'effectivement, l'attaque contre les valeurs fondamentales des libertés, c'est absolument insupportable. Mais il y a également un facteur qui est conjoncturel, la crise, les gens qui ne s'aiment pas, la société qui ne s'aime pas. Et je crois que les Français, et au-delà de la France, en Europe et dans le monde,
c'est tellement un moyen d'union. Et je crois que les gens ont été presque, entre guillemets, heureux, je veux dire, évidemment atrocement malheureux de ce qui s'est passé, mais de trouver cette raison d'être ensemble. Et je crois que c'est finalement la force de l'être humain, je dirais, pardon d'être un peu bisounours, mais de l'amour par rapport à la haine. Voilà, de la vie par rapport à la mort. Vraiment ça. Et je crois que c'est exactement ça. C'est cette espèce d'élan vers la vie qui s'est manifesté dans un contexte. Et je crois que si nous n'avions pas été dans ce contexte de crise économique, morale, financière, etc., peut-être qu'il y aurait eu moins de monde. Mais là, c'était un tel moyen, vous savez, toute proportion gardée. Moi, je me souviens d'un autre élan, comme celui-là, qui était un moment de joie. La victoire de la France en 98. Eh bien, on a retrouvé, vous parliez, moi il se trouve que j'étais à Paris sur la place de la Bastille ce jour-là, puisque, bon, eh bien, on a retrouvé cette même chose, alors dans la joie et là dans la peine, mais c'est ce même élan de la vraie France, je dirais, de cette France diverse, de cette France où il y a des vieux, des riches, des pauvres, des noirs, des blancs, cette envie de s'affirmer et d'être fier et heureux d'être français. Voilà, aussi simplement que cela. Jean ? Oui, dans un rassemblement. D'ailleurs, c'est tellement bien illustré par un dessin de... le dessin est de Charb, peut-être, je ne sais pas. L'amour plus fort que la haine. En tout cas, il me semble bien reconnaître Charb dans celui qui embrasse. Bon, enfin, tout ça, c'est symbolique, évidemment, mais... Et comment ne pas être bisounours si on parle de valeurs positives, mais sinon on parle de la mort. Tu choisiras la vie, hein. J'ai une phrase qui doit vous dire quelque chose, hein, même si ça fait un peu religieux que de le dire, mais il y a peut-être une religion presque laïque qui consisterait à se souvenir que les valeurs, c'est l'humanité, c'est la vie, c'est l'amour, c'est la joie. Ça paraît évident. Les enfants le comprennent. Pourquoi les adultes cons que certains deviennent ne le comprennent plus? Mais ne nous laissons pas faire. Eux l'appliquer au quotidien, c'est vrai. Je voudrais qu'on parle un peu du journal. Au départ, Charlie, c'était Harakiri, journal bête et méchant créé au début des années 60 et qui allait d'ailleurs particulièrement secouer la France gaulliste à l'époque. Interdit après la fameuse une, balle tragique à Colombey, un mort. Harakiri devenu Charlie en 69. Charlie pour Charlie Brown, car le journal publiait les Peanuts, mais aussi pied de nez évidemment à Charles de Gaulle. Charlie a disparu au milieu des années 80 pour renaître ensuite en 92, une histoire tumultueuse ensuite qui bascule quand Charlie décide de publier les fameuses caricatures de Mahomet en soutien à un journal satirique danois, Jylland-Posten. En 2011, les islamistes, vous l'avez rappelé tout à l'heure, incendient les locaux de Charlie, qui publie un numéro à ce moment-là intitulé Sharia Hebdo. Et puis arrive évidemment ce 7 janvier où sont assassinés les piliers du journal, Charb, le directeur de la publication, les dessinateurs Tinius et Honoré, et puis ceux qui incarnaient plus que tout l'âme de Charlie, Jean Cabu et Georges Wolinski, qui étaient eux présents dès 1960, dès les débuts d'Harakiri. Ce que vous rappeliez, Alain, ces deux-là, c'est vraiment des gens qui ont particulièrement marqué cet esprit frondeur qu'on trouvait dans le dessin des années 70 en France. L'ensemble des dessinateurs qui ont été tués étaient les créateurs de Harakiri au début. Wolinski, Cabu faisaient partie avec Choron et puis Cavana, des grands personnages du journal qui a évolué avec d'autres dessinateurs après, par la suite. Et après, bon, il y a eu une génération qui est venue après, mais ce journal était terriblement costaud, quoi, par ces personnages. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'on détruit des gens comme ça, enfin des créateurs, c'est insupportable. Et à propos de Wolinski, il y a une phrase qui me revient de lui, qui a fait l'objet qui a fait le titre d'une de ses pièces de théâtre, ou d'une de ses bandes dessinées qui est devenue une pièce de théâtre avec Confortès, je crois, et qui était « Je ne veux pas mourir idiot ». Et d'un seul coup, cette phrase nous apparaît avec une résonance. Ça serait intéressant d'avoir son point de vue maintenant, savoir ce qu'il pense de cette phrase, mais malheureusement. Jean, vous êtes venu avec votre clé USB tout à l'heure, oui, et vous vouliez nous montrer quelques dessins des dessinateurs. Oui, parce que j'ai fait une recherche, ne serait-ce que pour présenter aux élèves. Il se trouve que je suis prof de dessin de presse à l'école Émile Cole à Lyon, malgré le fait que je sois parisien, et donc devant les élèves qui ont fait justement ce métier en espérant y mettre un peu de leur âme, de leur cœur, un peu comme les enfants qu'on est, j'espère, restés un peu tous à l'intérieur, et qui s'aperçoivent que, oula, effectivement, c'est un métier à ce point dangereux, et qu'il faut du courage, comme l'exprimait un des dessins. Donc j'ai essayé de leur rappeler qui était Wolinski, qui était plutôt un hédoniste, même s'il avait du discernement en ce qui concerne la situation. Il était même tellement humain, sans vouloir... Évidemment, les morts sont tous des braves gens, mais quand même, qu'on le veuille ou non, il était suffisamment humain pour dépasser les clivages, capable de dessiner pour l'humanité, pour des journaux de droite comme Paris Match, quand même, qui n'est pas situé vraiment au niveau de l'humanité, ou comme Le Point.
parce que ce qui comptait, c'était d'essayer de voir les points communs. Pour moi, le point commun, et mon seul Dieu, c'est le bon sens. Alors évidemment, le bon sens, c'est la chose du monde la mieux partagée, mais il y a quand même des dénominateurs communs entre toutes ces conceptions du bon sens. On peut essayer de les trouver. Laurent Gérard, qu'est-ce que ces gens-là vous ont apporté, vous, dans votre pratique de l'humour? C'est-à-dire, est-ce que c'est d'abord des gens qui vous ont marqué quand vous avez débuté il y a maintenant quelques années à Lyon? J'allais acheter les albums de Jean à la Pardieu, juste à côté, c'est vrai. Et puis, moi, ce que je trouve, c'est la synthèse. C'est-à-dire que on en parlait avec Cabu, je disais, t'as de la chance, toi, tu peux tout caricaturer. Je dis, moi, j'ai des limites, il y a des voix que je peux pas faire. Je dis, toi, tu peux tout faire. Et c'est synthétisé. Un dessin, ça synthétise une situation. Et c'est tellement fort. Nous, on est obligé parfois d'expliquer, de faire des choses. Ben, ils m'ont apporté, mais c'est la liberté, quoi. Ce qui nous fait avancer, c'est cette liberté qu'on a ici. Donc quand je les voyais eux, je disais, ah bah tiens, voilà, j'espère qu'on est dans ce registre-là, j'espère que tout peut continuer comme ça. Malheureusement, il y a des événements qui font que... On vous imaginait pas forcément très proche de l'humour de Charlie, d'ailleurs. Oh bah si, si, plutôt. Même j'avais trouvé de vieilles... une comme ça que je collectionnais aussi, et puis c'est vrai que je connaissais... notamment les dessinateurs. Mais pour en revenir aux menaces qu'on a pu avoir, souvent, parfois, on en rigolait. Parce que moi, je recevais des lettres d'insultes absolument épouvantables, parfois, évidemment, jamais signées, que j'affichais dans le bureau, au milieu des unes de Charlie, par exemple. Mais c'était des menaces qui venaient aussi de l'extrême droite, qui venaient de catholiques du pur et dur. Et c'est vrai que c'était dans des registres différents. Sauf que on en riait, mais même avec Cabu, quand on en parlait, on en riait, parce que je lui faisais la voix du maréchal Pétain. Je dis, vous avez vu, il y a encore un délateur qui a envoyé une lettre. Mais on a une forme d'insouciance qui fait que quand il y a des événements comme ça, on se dit, ah oui, mais merde, ça peut quand même exister, quoi. Vous étiez assez proche de Charles Alain Jakubowicz, vous le connaissiez bien. On a mené des tas de combats ensemble, des procès ensemble aussi, bien sûr. Mais je crois que, on fait une fixation sur les caricatures de Mahomet. Mais... Non, juste une chose, pardonnez-moi Alain Jakubowicz, mais est-ce que ce que disait Laurent à propos de l'insouciance, c'est quelque chose que vous disiez Charles? Il y a cette phrase célèbre aujourd'hui, je préfère mourir debout. Mais c'était tout à fait lui. C'est lui. Et je veux dire, quand vous aimez ce que vous faites, quand vous êtes engagé, Laurent Gérald disait, moi-même en tant que militant associatif, si je devais publier toutes les menaces, etc., mais on n'y pense pas. Enfin, franchement, qui peut penser à ça? On ne vit plus si on y pense. Voilà, je veux dire qu'il y a une insouciance. Alors c'est vrai que chez Charlie Hebdo, ça avait passé un cap, vraiment, qui était après les incendies, etc. Mais on ne peut pas vivre avec cet épée de Damoclès sur la tête. Et puis, comme vous le disiez tout à l'heure, enfin, je veux dire, quand on est dessinateur, qu'on fait des caricatures, on ne va pas vivre avec un flic derrière soi. Enfin, il faut savoir ce que c'est que la protection. C'est ce qui se passait avec Charles. C'est horrible. Pour autant. Mais c'est horrible. Charles l'avait accepté. On a vu à quoi ça sert. Enfin, honnêtement, tout ça est dérisoire. Alain ? Dans l'histoire de la caricature, il y a quand même du passé. Donc, du temps de la monarchie, il y a Daumier qui a été emprisonné pour des dessins. Bien sûr. Et là, on oublie un peu cette histoire qui date... et avant, il y avait beaucoup plus de caricatures, finalement, dans les journaux, parce qu'il n'y avait pas la photo. Et donc, les dessinateurs étaient quand même soumis à des pressions de la part des autorités de l'époque, aussi bien de la religion. Et c'était difficile aussi. Hein. Surtout la religion. Alors, Daumier a été mis en piste, si on peut dire, par Charles Philippon. Charles Philippon, que personne connaît, qui était lyonnais. Et c'est lui qui a créé la première caricature, c'est le père des caricatures, Louis-Philippe en poire. Et c'est Charles Philippon qui ira aussi en prison, et c'est lui qui après fera venir Daumier et qui fera la carrière que l'on connaît. Il était même interdit de caricaturer Louis-Philippe de face. C'est incroyable, hein. On ne peut pas imaginer ce que ça représentait. C'est-à-dire, en fait, les dessinateurs, au début, quand ils étaient menacés, ils le faisaient de dos. Donc on reconnaissait parce qu'il y avait la houppette puis le visage. Donc, mais c'est vrai que ça date aussi. Philippon, c'est 1831. C'est-à-dire qu'il commence son journal, qui s'appelle La Caricature d'ailleurs, en 1830, plutôt pro-Louis-Philippe, et très rapidement, il est contre Louis-Philippe, et il fait cette caricature de Poire que je pense que tu connais. Juste un mot de Didier Tronchet à Marseille. Didier, qu'est-ce que pour vous ça a eu comme importance dans votre parcours personnel, professionnel, cet esprit Charlie Hebdo, Harakiri, et cette presse libre, voire libertaire d'ailleurs?
moi, c'est comme s'ils avaient ouvert une porte sur autre chose, parce que je connaissais l'humour un peu gentil au départ, quand on est enfant. Astérix était déjà un peu au-dessus, mais tout à coup, quand on voyait Charlie Hebdo, on ouvrait une porte sur la dérision absolue, le manque de respect de tout ce qui peut exister, et puis cette joie d'enfant dont on a parlé. Et effectivement, moi, je dirais que le mot le plus évident pour Charlie Hebdo, c'est la dérision. Et d'ailleurs, cet événement, leur tragique disparition, est une espèce de sommet de la dérision, puisqu'on a la caricature qui était dans les dessins, qui est devenue la réalité. On l'a dit, c'est ces gens tout à fait gentils, les plus gentils du monde, avec des crayons d'un côté, et ces brutes épaisses avec des kalachnikovs. Est-ce que c'est pas une caricature absolue qu'on aurait pensé dans un dessin trop mais non, c'était la réalité. Et ce qui m'a paru encore plus étonnant, et qui est une espèce de pied de nez, peut-être post-mortem qu'ils nous font, c'est ce qu'est devenu Charlie Hebdo, qui est le journal le moins consensuel qui soit, et qui est devenu l'objet d'admiration de tous, et puis aussi des cibles qui étaient, par exemple, la religion, l'armée, la police, à leur service, le pape qui leur rend hommage. Il y a une espèce là-dedans de dérision absolue qui est portée à son sommet et qui, d'une certaine façon, est un ultime clin d'œil, un ultime pied de nez qui nous ont légué à la suite de leur disparition. Ça vous fait sourire, Laurent Gérard? C'est vrai que ça paraît assez incroyable que tous les jours sur lesquels Charlie Hebdo tapait avec une force particulièrement véhémente se trouvent aujourd'hui à arborer des logos « Je suis Charlie ». Même eux, antimilitaristes, comme ça, qui sont morts en héros. Comme s'ils étaient au combat, quoi. C'est le paradoxe total. J'ai vu d'ailleurs à Paris des affiches « Mort au combat ». Enfin, c'est absurde, quoi. Oui, il y a plein... C'est ça. Il y a eu plein de choses qui ont été... D'ailleurs... je voudrais rendre hommage aussi vraiment aux dessinateurs qui ont réagi tout de suite après par rapport à ça. J'ai vu des dessins extraordinaires, comme quoi la force du dessin... Oui, il y a eu une levée de crayon incroyable, dans le monde entier d'ailleurs. Dans le monde entier, oui. À propos de crayon, alors, vous en avez un devant vous, vous en faites bien ce que vous voulez avec un papier, évidemment. Est-ce que vous avez, vous, ressenti le besoin de dessiner juste après ? D'exprimer par le dessin, qui est votre mode d'expression. Oui, on m'a demandé éventuellement, suite aux événements, de faire des dessins. C'est jamais facile. Parce alors non, vous l'avez demandé, vous l'avez fait gentiment. C'est vraiment délicat, parce qu'il faut vraiment y aller, puis ne pas avoir peur de rire de ce qui t'est arrivé. C'est ça le truc, c'est qu'on peut rire de tout, hein, mais comment ? C'est ça le truc. N'importe qui disait ça. Oui, voilà. Et là, ça prend une sacrée résonance. Là oui, c'est vrai que ça marque cette phrase, ces mots. Jean, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, beaucoup de choses, trop de choses sûrement. À propos de caricaturistes lyonnais qui ne paraissaient pas des caricaturistes, qui avaient ce point commun avec Cabu, Tinius et Dubouillon ici présents, d'être des êtres humains bienveillants, souriants. Même quand ils ne sourient pas, Dubouillon, il y a ces commissures de lèvres qui ne peuvent pas s'empêcher de sourire. Même chose pour Laurent d'ailleurs. Et je pense à deux caricaturistes lyonnais qui n'ont pas forcément cette image-là, mais qui étaient de magnifiques êtres humains. C'est Frédéric Dard d'abord, qui est à sa façon un caricaturiste, pas par hasard d'ailleurs, qui nous avait demandé, sans vouloir se pousser du coude, de faire les couvertures de ses San Antonio. Mais je pense aussi à tout simplement le symbole même de Lyon, et de la caricature et de l'humour à Lyon, et de la contestation à Lyon, c'est-à-dire Guignol et Niafron. Comme quoi, la caricature... Alors là, pardon d'être un peu pontifiant, et ensuite je me tais jusqu'à la prochaine fois. Ça consiste aussi, si l'art de la caricature, c'est l'exagération, c'est aussi l'art de savoir mesurer quand même, intelligemment, j'espère, son exagération. L'art de savoir mesurer sa démesure. Lorsque La Fontaine, lorsque Molière ont voulu critiquer le pouvoir en place à l'époque, Louis XIV, les notables, etc., et il y avait vraiment de quoi, ils ne l'ont pas fait directement. Quand ils l'ont fait par le biais indirect, comme au billard, par le biais de fables, ces animaux qui nous gouvernent, entre parenthèses, ou par le biais de comédies qui semblaient parler d'une autre époque. Mais ceux qui pouvaient entendre et qui pouvaient voir savaient qu'on parlait de quelque chose de précis. Dans la région, Voltaire, lui, ne prenait pas de détour. Et quand il se bat dans l'affaire Calas, où il se passe quoi? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire une unité du pays, enfin d'une partie du pays qui dénonce l'intolérance, eh bien là, il y va directement. Il ne prend pas des détours comme La Fontaine. Et Charlie Hebdo y allait frontalement. Voilà. C'est quand même le moins qu'on puisse dire. Et c'est cet esprit-là qu'il faut conserver, parce que la pire des choses qui pourrait arriver aujourd'hui, et je réponds à Dubouillon, c'est l'autocensure. C'est la pire des choses qui pourrait arriver aujourd'hui.
On va en parler dans un instant, justement, des conséquences que peut avoir cet attentat, malgré tout, sur votre pratique, à vous, notamment les humoristes, après ces attentats. Est-ce qu'on a peur, finalement, de ce qui peut arriver? Parce que ça existe aussi. Là, il est midi, on va faire un point sur l'actualité, qui est évidemment avec Sylvie Bosquero, qui nous rejoint. Bonjour Sylvie. Bonjour. Et avec évidemment une actualité toujours dominée par ces attentats, cette semaine d'atrocités que nous avons connue, par la fin du cauchemar malgré tout hier avec l'intervention des forces de l'ordre et la mort des frères Kouachi et d'Amédi Koulibaly. Et aussi avec la mobilisation du monde religieux, notamment à Lyon, dans les mosquées. Oui. C'était vendredi, hier, jour de la prière, voilà. Et beaucoup de monde qui était là. Effectivement, Paul, hier, c'était donc jour de prière pour les musulmans. Charlie Hebdo à la mosquée, les très anti-cléricaux dessinateurs du journal satirique probablement en auraient souri après le glas sonné jeudi à Notre-Dame, mais hier c'est franchement l'émotion qui dominait dans la communauté musulmane, entre autres à Lyon et à Saint-Étienne. Saint-Étienne où plusieurs centaines de personnes ont participé à l'issue de la prière à une marche œcuménique qui était organisée à l'appel de la grande mosquée de la ville. Et puis autre mosquée où nous nous sommes rendus hier, celle de Vénissieux, près de Lyon, dont le passé, on s'en souvient, avait été marqué par le fondamentalisme. Jean Perrier et Pierre Lachaud ont recueilli hier les réactions des actuels responsables de cette mosquée. La mosquée affiche haut sa couleur. Ses responsables vous reçoivent très spontanément, loin de la sulfureuse réputation, celle laissée par son précédent imam expulsé pour atteinte à l'ordre public. La page est tournée. Maintenant, on est dans un contexte un peu particulier. Il faut qu'on fasse preuve de tolérance, d'apaisement, d'intégration. Pour autant, les dérives de l'extrémisme islamique restent un sujet hautement sensible ici. Pas question de risquer face à la presse la petite phrase qui ferait tache ou loupe. Je vous demande, mes frères, de laisser les responsables parler. Pour qu'il n'y ait pas de quiproquo. L'imam wahhabite prêche un islam rigoriste mais tient strictement à bien dissocier ceux d'entre les fidèles qu'il appelle les égarés. C'est un système de violence contre la liberté, c'est clair. Hein, c'est clair. Parce que c'est une État laïque, donc il faut respecter les lois de laïque. Si d'or, la prière de début d'après-midi a mis l'accent sur la condamnation de la violence, l'appel à la sérénité. Pour certains, elle fut même l'opportunité de tenter de passer un message, un appel. On a essayé de passer l'information pour nous joindre des manches pour dire non à la barbarie, non à la sauvagerie, non à cet islam radical. La condamnation est sans appel, mais fera-t-elle recette dans la rue? Réponse dimanche. Et messieurs, ça n'est pas vous qui allez me dire le contraire. Le hommage le plus juste, sans doute, que l'on puisse rendre aux dessinateurs assassinés, c'est de rire encore en revoyant leur travail. À Bourg-en-Bresse, une expo de 2011 consacrée à Charlie Hebdo a été ressortie des cartons. Une cinquantaine de unes du journal satirique qu'on peut voir dans plusieurs lieux publics de la ville. L'expo s'intitule tout simplement Liberté. Vous en voulez du Charlie? Ben on l'a. Hein. Charlie n'est pas mort, bien au contraire. Les vieilles unes du journal Martyr sont même ressuscitées par ses petites mains bien affairées. Des unes de la collection privée de ce bouquiniste collectionneur des grands titres de la presse satirique. Charlie Hebdo, numéro 250 en 75, le journal qui n'a pas peur des bombes, les Corses sont des cons. Provocatrice, parfois outrancière, ces éditions originales avaient déjà fait l'objet d'une exposition en 2011 à la MJC de Bourg-en-Bresse. Après l'attentat de mercredi, il n'aura pas fallu 24 heures pour les ressortir des cartons. Pas question de les laisser dormir au garage. On veut que les gens réfléchissent à ça. Qu'est-ce que c'est la provocation? Comment ça fonctionne, Charlie? Est-ce qu'on peut rire de tout? On veut poser débat, nous, tout de suite. Moi, j'espère que ces expositions pourront permettre que beaucoup de jeunes puissent se reconnaître dans cette liberté de penser, d'exprimer, et que j'espère que beaucoup de crayons vont se lever. Voilà. Et cette fois-ci, à Bourg, que le grossier Charlie aura même réussi à prendre l'hôtel de ville. Rien de moins. Une trentaine de unes y sont exposées, période 1970-1982. Il faut que ce couloir, aujourd'hui, soit le couloir de ceux qui veulent, à la fois, je le disais, sourire, se rappeler, critiquer, ne pas être d'accord avec Charlie Hebdo. Cabu, Wolinski ne voulaient pas être unanimes. La question de Charlie Hebdo, la question des policiers qui sont morts pour les protéger, c'était pas d'être unanime, c'était que la République vive.
Dimanche, à Bourg, des centaines d'éditions anciennes de Charlie Hebdo seront distribuées gratuitement à l'occasion d'un grand rassemblement républicain pour l'humour et la liberté d'expression contre toute forme de fondamentalisme. Merci beaucoup Sylvie. Merci. On vous retrouve à 19h. Là, le plus bel hommage qu'on puisse rendre à Charlie Hebdo, c'est de voir tous les gens sur ce plateau qui sont en train de rire. Laurent, en plus, c'est chez vous à Bourg-en-Bresse, donc si vous êtes d'autant plus sensible, vous retrouvez même des potes de lycée. Oui, apparemment oui. Je n'ai pas envie depuis longtemps. Non, c'est bien. C'est bien qu'on rit de ça, et d'ailleurs, je l'ai dit régulièrement, mais j'ai eu Véronique, la femme de Jean Cabu, et qui m'a dit « Laurent, continue, fais nourrir le matin », il adorait ça, et voilà, je crois qu'il faut aussi, pour ces raisons-là, effectivement, de voir cette réaction, que nous tous, on se marre de ça, il faut continuer. Et néanmoins, on voit des trucs assez incroyables là, dans ces unes de Charlie Hebdo, Alain Jakubowicz, qui pourrait, on va quand même se dire les choses aussi, parce que Charlie Hebdo était un journal provocateur, tombé sous le coup de la loi. Et on ne peut quand même pas tout dire. Ouais, mais ça c'est la règle du jeu. D'ailleurs, la LICRA a déjà attaqué Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, non, il y avait eu l'affaire Ciné, mais c'est un peu particulier. C'est une époque particulière. Mais peu importe, ça c'est l'exercice du droit, dans un état de droit. Charlie Hebdo a le droit de tout dire, et tout le monde a le droit de faire un procès à Charlie Hebdo. C'est ça l'état de droit. Ensuite, qui est-ce qui dit si c'est bien ou si c'est mal? C'est le juge, au nom du peuple français. Vous savez, on parle des caricatures de Mahomet. 10 ans plus tôt, il y avait eu des caricatures du pape. Et franchement, elle n'avait rien à envier. C'était du Charlie Hebdo en forme. Pas besoin de vous faire de dessin. On a vu, si je puis dire, on a vu ce que c'était. Il y a eu un procès. Il y a eu un procès aussi. Et il y avait des associations catholiques qui ont poursuivi Charlie Hebdo. Et d'ailleurs, il faut indiquer qu'à l'époque, Charlie Hebdo n'avait pas été condamné non plus. Je veux dire que c'est ça l'état de droit. Je veux dire que c'est pas non plus une icône, Charlie Hebdo. On avait le droit de faire un procès à Charlie Hebdo. Et on avait le droit de le perdre. D'ailleurs, à ma connaissance, Charlie Hebdo, on n'a pas perdu beaucoup de procès. Et c'est ça le fonctionnement de l'état de droit. C'est la différence. Et je voudrais dire encore un mot s'agissant des caricatures de Mahomet. Parce qu'effectivement, la communauté musulmane s'était opposée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas posé des bombes. Elle n'est pas allée tuer les journalistes. Elle a saisi la justice. Eh bien, voilà le fonctionnement des institutions, et je trouve que c'est sain. Voilà. Gérard Angel, donc les organes de presse, vous dirigez Potin d'Angel, je poserai la même question à Olivier Jouvray pour la revue dessinée. Est-ce qu'on se pose la question justement, alors maintenant, on a peur d'agression, mais c'est vrai qu'Alain Jakubowicz disait qu'il y avait la justice. Comme on l'a fait jusqu'à présent. J'ai fait avec ce journal la tradition lyonnaise de la caricature, puisqu'on a des caricaturistes qui travaillent dans notre journal. On n'a pas de photos, nous on fait de la caricature toutes les semaines. Tous les ans, on publie un recueil de caricatures. Et je trouve que c'est très bien de continuer. Et même si ça déplaît à certains, tant pis. Est-ce qu'il y a des risques? Franchement, à Lyon, je ne pense pas qu'on ait autant de risques qu'ils en ont eu à Paris. Mais je ne me pose pas la question. Olivier Jouvray, vous, à la revue dessinée, alors c'est plus du reportage vraiment que de l'humour, mais ça n'empêche pas d'ailleurs qu'il y ait des dessinateurs d'humour qui collaborent à la revue dessinée. Quand on est en conférence de rédaction, est-ce qu'on se pose la question, est-ce que je vais choquer quelqu'un? Est-ce que ça, je ne peux pas le dire? Est-ce que j'ai des limites à ne pas franchir? On se pose surtout la question parce qu'on fait travailler des dessinateurs de presse pour le site internet de la revue dessinée, où toutes les semaines, on a des dessinateurs qui interviennent sur l'actualité. Et pour moi, le danger, c'est pas un risque de censure, ou c'est pas tellement ce genre de questions qu'on se pose. Je crois que si des gens comme Charb, Cabu et compagnie ont été vraiment utiles, c'est qu'ils ont permis de se sentir légitimes et capables. On a cette capacité à l'audace d'aller un petit peu foutre le bazar dans ce qu'on a l'habitude de voir. Non, le plus grand risque, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est l'autocensure. C'est-à-dire, il faut être capable, en tant que responsable de magazine, de dire aussi aux auteurs, aux journalistes, aux dessinateurs, allez-y, franchement. On verra, nous, quand on travaillera ensemble en rédaction, si vous avez peut-être dépassé certaines limites, ou si on a une gêne, ou s'il y a une incompréhension, des choses comme ça. Mais vous, allez-y, soyez costaud. Donc c'est vraiment... Et juste un petit mot là-dessus, je me rappelle, il y a quelques années, j'avais vu une exposition à Harakiri pendant le festival de la bande dessinée de Amiens. Et moi, à Harakiri, j'étais encore gamin à l'époque, donc je n'ai pas tout à fait pris conscience de ce qui se passait à l'époque. Mais quand j'ai revu cette exposition, quand je parle d'audace, mais c'était inouï. Je suis rentré dans cette salle, j'ai vu toutes les unes de l'époque et tout ce qui était inscrit. Enfin, c'était impressionnant. Régulièrement, j'entends cette phrase aujourd'hui qui dit
aujourd'hui, dans notre époque, on ne peut pas tout dire. On ne peut plus faire ce qu'il faisait avant. Je dis, mais c'est pas parce qu'on est censuré, c'est parce qu'on s'auto-censure. C'est-à-dire qu'on a la trouille, parce qu'on a peur de brusquer ceci, cela. Voilà, cette audace. Pour moi, le message, c'est cette audace qu'on doit retrouver. Je voudrais poser la question à Didier Tronchet, qui est à Marseille avec nous, qui ne pouvait pas être ici en plateau, mais qui a quand même tenu à participer à cette émission, auteur de Jean-Claude Tergal, de Raymond Calbut. Alors vous, ça vous est souvent arrivé de vous faire critiquer parce que vous touchez souvent dans bande dessinée avec un humour assez féroce à des tabous. On a vu que certains de vos dessins tout à l'heure, vous représentez Jésus pas du tout habillé. Est-ce qu'il n'y a aucune limite à ce qu'on peut dessiner? Est-ce que vous, parfois, vous mettez des limites, vous vous auto-censurez? La seule limite que je me poserais, c'est simplement est-ce que ça me fait rire ou ça me fait pas rire, c'est tout. Et est-ce que c'est pertinent aussi? Alors là, c'est plus difficile à estimer de ma part, mais si on parle des caricatures de Jésus que j'ai faites, c'était simplement d'une mise en scène du personnage qui m'amusait et qui aurait pu entraîner aussi une espèce de fatwa ou je ne sais quoi. Ça ne s'est pas fait. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus dans la même époque. Moi, je pense aux gens qui critiquent l'islam et les musulmans de ne pas oublier que la religion catholique, dans les années d'Inquisition, aurait très mal perçu toutes ces caricatures de la même façon et aurait réagi d'une manière encore plus violente, peut-être, ou tout au moins équivalente. Donc je pense qu'il faut absolument relativiser les époques et les lieux. Et moi, j'ai essayé simplement, à mon niveau, de m'exprimer sans limite. Simplement, quand je vois ce que faisait Charlie Hebdo, je me sens un peu amateur. Ils allaient beaucoup plus loin que je pouvais l'être. Et tout à l'heure, on parlait de réagir à ces événements en dessin. Moi, j'en suis bien incapable. Parce qu'ils l'auraient bien fait mieux que moi eux-mêmes. Ils avaient un sens de l'autodérision qui est encore plus fort, qui est l'étape supérieure de la dérision. Et je me souviens très bien de La mort de Rézère, par exemple, qui les touchait intimement, très puissamment dans leur journal et dans leur cœur. Et ils avaient fait la une dessus avec un cercueil et deux pieds, deux jambes qui marchent. Et titré Rézère va mieux, il est allé au cimetière à pied. Ce qui est quand même terrible par rapport à des gens qui connaissaient. Et je me souviens aussi de l'enterrement de Rézère avec cette couronne de fleurs, simplement avec ces mots de la part de Charlie Hebdo en vente partout. Cette dérision-là, même pour leurs proches, pour moi, c'est une belle leçon. C'est doublement une leçon. Oui. Donc, dans ce cas particulier cité par Tronchet, il s'agit de l'humour contre soi-même, qui se remet en question soi-même, ce qui est la définition de l'humour, avant d'être la remise en question de l'autre, parce que là, c'est un au risque et péril. Il ne nous reste plus beaucoup de temps et je voudrais qu'on aborde une question quand même assez importante avec vous, Laurent Gérard. Lundi matin, vous serez sur l'antenne d'RTL, comme vous y êtes tous les jours. Vous êtes quasiment l'humoriste, vous êtes l'humoriste le plus écouté de France. Est-ce que les choses changent pour vous depuis ce 7 janvier? Comment vous allez aborder la chronique de lundi? J'imagine que ça vous trotte dans la tête depuis quelques jours. Est-ce que vous vous dites je peux tout dire? Est-ce que je peux parler comme avant? Parce que maintenant, il y a aussi concrètement quand même un danger, un réel danger. On en a parlé avec les auteurs. Le lendemain, effectivement, on a voulu leur rendre hommage parce qu'on les connaissait bien, que ce soit Jean-Louis Fedgen ou Albert Algou. On les côtoyait, donc on a voulu leur rendre hommage. On n'a pas fait d'émission le lendemain. On en a fait une qui était enregistrée mercredi matin. Paradoxalement, c'était une émission sur l'histoire, sur Jeanne d'Arc. Donc j'ai eu pas mal de réactions en me disant c'est bien, vous avez continué. Lundi, on va voir, il y a eu aussi cet épisode tragique d'hier. L'actualité, et c'est bien normal, focalisée là-dessus, ce qui fait que nous, les sujets qui font marrer, ils ont été un petit peu annihilés, quoi. Donc on va en parler, je pense qu'on va continuer à faire marrer. Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que vous pouvez écrire maintenant un sketch ou faire une imitation en se disant, en pensant à une conséquence éventuelle, y compris un danger potentiel? Forcément, on va y penser, mais ce que vous disiez à juste titre, c'est qu'on ne peut pas non plus tout le temps se dire tiens, est-ce qu'on va dire ça, est-ce qu'on va dire ça? On va essayer à notre manière de continuer. Je vous dis une chose qui est extrêmement importante. Assez professionnels, non seulement continuer, mais j'ai envie de leur dire, et là c'est l'avocat qui parle, qui pratique le droit de la presse, la loi vous protège. Oui. La loi vous protège. La jurisprudence de la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris et de la 11e chambre de la Cour vous protège. Il y a une jurisprudence particulière sur les caricatures. C'est pour ça que Charlie Hebdo n'a pas été condamné la plupart du temps. Ça, c'est l'exercice du droit. Bien sûr, la loi, elle ne vous protège pas contre les fanatiques, contre les dingues. Mais ça, votre ennemi, c'est vous-même. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est l'autocensure. Eh bien, soyez courageux. Soyez courageux pour nous, parce qu'on est avec vous et qu'on a besoin de vous. Si vous vous arrêtez, alors ils auront gagné. Alors ils auront gagné. Et c'est ça qui est le pire des dangers. Vous savez,
On a beaucoup parlé ces derniers temps avec l'affaire Dieudonné, etc., de ce qu'il était. C'est pas vrai que la liberté d'expression est en danger dans notre pays. Ce n'est pas vrai. Il faut le dire haut et fort, c'est faux. Jamais on est allé aussi loin, jamais on est allé aussi fort, et jamais on a eu autant besoin de cela. Arrêtons avec ce faux procès, cette espèce de French bashing, là encore. On n'a plus le droit de rire de rien. Ce n'est absolument pas vrai. Et Charlie Hebdo en est l'exemple. Ils en sont morts. Ils en sont morts. Alors, soyons au moins à la hauteur de cela, quoi. Je crois qu'il y a un texte de loi, puisqu'on s'approche de la fin. Dérision. Bien sûr. De Cartooning for Peace. Est-ce qu'on peut dire un mot de Cartooning for Peace, l'entreprise de Plantu, qui, non seulement pour la France, mais pour les pays étrangers, puisque le film a été diffusé hier soir sur cette chaîne, de rappeler que ça se nomme Cartooning for Peace également, pas Cartooning for War. C'est pas moi qui ai inventé le titre, mais ça veut bien dire aussi de ne pas oublier de rester positif, de rester dans le sens de ces valeurs qui peuvent nous rassembler, voilà tel qu'il était, en brandissant un stylo et en rappelant notre seule arme, c'est ça, place de la République lors de la présentation du film. Justement. Plein de pays où on a, et en France, on a le droit, et je dirais même, on a l'obligation de le faire. Alain Dubouillon, est-ce que pour les dessins que vous allez publier, par exemple dimanche dans Le Progrès, puisque vous êtes toujours très présent dans le quotidien régional, est-ce que ça change quelque chose pour vous dans la pratique de votre métier, ce qui s'est passé cette semaine? Oui, quand même ça a changé, parce que normalement je fais une bande complète avec plusieurs dessins, et là j'en ai fait qu'un, parce que je ne me sentais pas vraiment à l'aise. C'est vrai qu'il y a des fois où on fait ça tranquillement, enfin, c'est le cas de le dire, dans le temps normal. Et là, devant ces tragédies, je crois que je suis resté un peu bloqué. Mais pour la suite, vous restez le même Dubouillon que vous êtes depuis 40 ans? Ça va recommencer après, bien sûr. Non, mais il n'y a pas de problème. Gérard, c'est la même chose pour vous? Est-ce que vous pouvez dire non, si un de vos caricaturistes, par exemple, fait un dessin de Mahomet, vous allez dire non, je ne le passe pas? Je dirais probablement oui, on le passe. Et d'ailleurs, on a prévu de faire 4 pages spéciales caricatures sur l'histoire de la caricature et sur les caricatures dans notre prochain numéro de jeudi. Merci beaucoup à tous d'être venus partager ce moment avec nous ce matin sur France 3. La semaine prochaine, dans La Voix libre, Frédéric Liop recevra le nouveau directeur général de l'ONG lyonnaise Handicap International. Il s'appelle Manuel Patrouillard. Rendez-vous demain dans les manifs. Il y a celle de Paris, mais il y en a beaucoup dans la région. Bourg-en-Bresse, 14h demain. Saint-Étienne à 11h. Lyon à 14h. Je vous signale à Joyeuse en Ardèche, il y a un musée de la caricature, le seul en France, et il y aura un rassemblement demain à Joyeuse. On va se quitter avec l'hommage que France Télévisions a voulu rendre à Charlie Hebdo. Et plus que jamais, nous sommes Charlie. Mais n'oublions pas les autres victimes. Ouais.